Cette nouvelle session d'analyse approfondie. Bonjour. Salutations à tous les esprits curieux qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis ravie de plonger dans le sujet du jour. Et je suis ravi d'être là pour décrypter tout ça avec vous. Le programme de cette exploration porte sur une liasse de notes de synthèse qui sont consacrées au droit des assurances. Un vaste programme. Très vaste, oui. Et c'est une matière qui souffre souvent d'une réputation un peu austère, disons-le. C'est vrai, on l'aperçoit souvent comme un empilement de clauses contractuelles complexes ou de petits caractères illisibles. Voilà, la paperasse administrative par excellence. Pourtant, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà de cette surface. De gratter un peu le vernis. Exactement. Pour comprendre la mécanique fondamentale de l'assurance, on va observer comment l'être humain, enfin le législateur, a conçu une architecture juridique entière pour transformer la peur. La vulnérabilité face à l'incertitude, C'est ça, transformer cette vulnérabilité en une véritable résilience économique. c'est une excellente façon de poser le cadre. En fait, le droit des assurances, ce n'est pas qu'une simple technique de dédommagement. Non. C'est vraiment le socle qui permet à toute économie moderne de fonctionner. Sans cette ingénierie juridique, l'aversion au risque paralyserait absolument tout. L'investissement. L'investissement, la consommation et même nos interactions sociales de base, quoi. D'accord, décortiquons cela. Les documents abordent tout de suite le concept fondamental de toute cette mécanique. Le risque, Le risque et son transfert, oui. Le droit isole ce risque d'une manière très clinique. Il le définit comme un événement incertain dont on redoute la survenance. absolument. Et on le redoute précisément à cause de ses répercussions économiques défavorables. Donc ce n'est pas juste avoir peur de l'orage. Non, voilà. Ce n'est pas un danger abstrait ou juste émotionnel, c'est une menace financière quantifiée. La subtilité juridique réside vraiment dans ce double critère. L'incertitude et la redoutabilité. Tout à fait. L'incertitude, c'est ce qui garantit l'aléa. Et l'aléa, c'est le cœur battant du contrat d'assurance. S'il n'y a pas d'aléa, s'il n'y a aucun doute sur le fait que l'événement va se produire, Ou sur le moment exact où il va se produire. eh bien le contrat perd sa raison d'être. Exactement. Et le caractère redouté, de son côté, confirme qu'il y a un préjudice potentiel qu'il faudra compenser. C'est la conjonction de ces deux éléments qui crée la couverture. Ce qui nous amène logiquement au concept de transfert. Le fameux transfert. L'assuré décide en quelque sorte de purger son propre bilan financier de cette incertitude. Il la transfère à l'assureur. Voilà, en échange d'une prime, l'assureur s'engage à fournir une prestation si le pire se produit. J'aime beaucoup cette idée parce que ce transfert de charge n'est pas que financier. C'est aussi psychologique. Oui, ça modifie fondamentalement notre posture face à l'avenir. Une entreprise, par exemple, elle peut utiliser ses capitaux pour innover, créer des produits. Plutôt que de tout bloquer sur un compte en banque au cas où l'usine brûlerait. C'est exactement ça. C'est un transfert de charge mentale. Et ce transfert, c'est le moteur de la mutualisation. Il faut bien comprendre que l'assureur ne prend pas le risque d'un seul individu sur ses seules épaules. Ce serait intenable. Complètement. Il collecte les primes d'une multitude d'acteurs qui sont exposés à des risques similaires. Statistiquement, il sait que seule une petite fraction d'entre eux subira réellement le sinistre. Donc la loi encadre cette relation bilatérale, mais en fait, elle protège l'équilibre collectif. C'est ça, le système global. En avançant dans cette synthèse, on voit que les juristes ont méthodiquement cartographié ces menaces. Les notes divisent l'univers des risques en 3 grandes familles. Une typologie très stricte. La première famille concerne tout naturellement les risques qui menacent les biens. Et là, ça s'articule autour d'une distinction essentielle en droit civil, les biens corporels d'un côté. Donc la maison, la voiture. Voilà, l'article 3.40 du Code civil, c'est la forme d'assurance la plus ancienne. On protège son patrimoine matériel contre la destruction ou le vol. Mais on a aussi, de l'autre côté, les biens incorporels. Et c'est sur ce point que la mécanique devient super sophistiquée. Le saut conceptuel est fascinant. Les notes donnent l'exemple d'assurer une créance contre le risque d'insolvabilité d'un client. L'assurance crédit. Oui, on ne protège plus une machine tangible qui pourrait partir en fumée. On protège une promesse d'exécution financière. Ce qui est fascinant ici, c'est la capacité du droit à s'adapter à la dématérialisation de la richesse. Aujourd'hui, si une entreprise accumule des factures impayées, ses créances sont sa vraie richesse, son actif principal. Donc l'assurance vient neutraliser ce risque de contagion économique. Exactement. Si un maillon de la chaîne d'approvisionnement fait faillite, l'assurance intervient. Ça empêche un effet domino où tout le monde ferait faillite en cascade. Ça dépasse largement l'intérêt privé de l'entreprise. Ça touche directement à la stabilité macroéconomique mondiale. C'est clair.
Cette logique de protection nous mène à la deuxième grande famille des textes, les risques qui menacent les personnes. Avec une rigueur très mathématique dans la loi. Oui, le législateur scinde ça en deux. D'abord, les menaces liées à la durée de la vie humaine. Et ensuite, celle touchant à l'intégrité physique. Sur la durée de la vie humaine, on est sur une approche strictement actuarielle. Financière, oui. Le droit envisage deux hypothèses contraires, qui causent toutes les deux un préjudice. D'un côté, le risque de décès prématuré, Qui prive la famille d'un revenu, ou qui laisse un gros passif, comme un solde restant dû sur un emprunt immobilier. et de l'autre côté, l'hypothèse inverse, le risque de survie ou de longévité. Vivre trop longtemps, oui. Je dois avouer que l'idée que vivre longtemps puisse être qualifié de risque au sens juridique, c'est toujours un peu troublant. Moralement, oui. Mais d'un point de vue patrimonial, c'est implacable. Survivre à l'épuisement de son capital productif exige une planification, d'où les assurances en cas de vie, les assurances pension. Le droit ne porte aucun jugement moral sur la mort ou la vieillesse. Il fournit juste des outils de lissage financier sur le cycle de vie. Et pour l'autre versant, l'intégrité physique, Là, il s'agit de compenser la perte de capacité de gain. ou de couvrir des coûts médicaux additionnels. La maladie, les accidents du travail. Voilà, on maintient l'équilibre financier de l'individu quand son propre capital santé fait défaut. Nous avons donc l'architecture des biens, corporels et incorporels, la gestion financière de la vie humaine, mais la loi va plus loin. Elle isole une autre dynamique. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Les sources mettent en exergue cette troisième catégorie, les risques qui menacent le patrimoine global de la personne. Le fameux concept d'universalité de droit. Ça change radicalement l'échelle de l'assurance. Qu'est-ce que c'est exactement pour nos auditeurs existants? Le patrimoine, selon l'article 3.35 du Code civil, c'est une abstraction juridique brillante. Ce n'est pas juste une liste d'actifs. Une liste de comptes en banque et de maisons? Non, c'est une enveloppe immatérielle qui est attachée à la personne. Cette enveloppe contient vos actifs présents et futurs, mais aussi tous vos passifs présents et futurs. Vos dettes. Quand le droit regarde le patrimoine global, il ne regarde plus un bien isolé, il regarde l'intégrité de cette enveloppe entière. Et c'est ce qui explique l'importance des assurances de responsabilité civile qu'on voit dans les notes. C'est central. Contrairement à l'assurance d'une voiture, où le risque maximum c'est le prix de la voiture, le risque sur le patrimoine global est potentiellement infini. C'est le cœur du problème. Une erreur professionnelle, un défaut de fabrication, la réparation exigée par les victimes pourrait engloutir l'intégralité des actifs présents et futurs de l'auteur du dommage. L'assurance de responsabilité civile agit donc comme un bouclier autour de cette enveloppe. Elle empêche un passif massif de venir la désintégrer. Et les sources ajoutent aussi des assurances de frais dans cette catégorie. Oui, comme la protection juridique. Là, on ne couvre pas une responsabilité, mais on évite qu'un procès à rallonge ne ruine la personne en frais d'avocat. On préserve sa capacité à se défendre. Exactement. Ayant bien en tête cette typologie des risques, il est essentiel de regarder le mode d'emploi, le socle réglementaire. Les documents parlent beaucoup de la loi du 4 avril 2014. C'est le texte fondamental en Belgique pour ça. Il instaure les dispositions communes de l'article 57 à 90 et il fixe des obligations très précises. Très asymétrique mais complémentaire, oui. L'obligation d'assureur est sans équivoque. Il doit prester sa garantie si l'événement se produit. Sauf s'il a une juste cause de refus, très strictement encadrée. C'est ça. C'est ce qui donne la sécurité juridique. Mais le législateur a compris que cette garantie automatique créait un danger comportemental. D'où les obligations de l'assuré. Il doit payer sa prime, bien sûr, déclarer le sinistre, mais surtout il y a cette notion cruciale qui fait débat. L'obligation d'atténuer les conséquences du sinistre. C'est un point de friction majeur. Oui, parce qu'on se dit, si je paye une prime pour acheter de la tranquillité d'esprit, pourquoi je dois encore intervenir en pleine crise? Ça ne contredit pas la promesse de prise en charge. C'est une excellente question. Ça touche au talon d'Achille du système, l'aléa moral. L'aléa moral, oui. Si l'on relie cela à une perspective plus large, l'assurance ne peut fonctionner que si les gens gardent une incitation à être prudents. Si le contrat était un permis d'irresponsabilité totale, Le coût des sinistres exploserait, les primes deviendraient impayables et la mutualisation s'effondrerait. donc l'obligation légale d'atténuer le sinistre, c'est un garde-fou systémique. L'assuré doit prendre des mesures raisonnables pour freiner les dégâts. Il doit agir comme s'il n'était pas assuré en réalité. Couper l'eau en cas de fuite, appeler les pompiers. Le droit impose un partenariat de bonne foi. La couverture ne libère personne de son devoir de vigilance. C'est très clair. Ce principe de modération nous amène directement à la manière dont l'assureur calcule son intervention. Une fois que le sinistre est stabilisé, oui. La loi trace une ligne de démarcation fondamentale.
Les assurances à caractère indemnitaire d'un côté et forfaitaire de l'autre. Commençons par l'indemnitaire de l'article 91 à 101, Leur finalité, c'est de compenser un préjudice. avec une règle d'ordre public intransigeante. Le principe indemnitaire. L'intervention financière de l'assureur est plafonnée par le préjudice réellement subi. On ne peut jamais s'enrichir à l'occasion d'un sinistre. Interdiction stricte de l'enrichissement sans cause. Et c'est la même rationalité que pour l'atténuation du risque. C'est de la politique publique. Si détruire un objet rapportait plus que sa valeur réelle. Le droit créerait une incitation directe à la fraude, à la destruction volontaire. Le principe indemnitaire désamorce ça. L'assuré est, au mieux, replacé dans la situation exacte où il était avant le sinistre. Rien de plus. Le législateur verrouille la limite supérieure. Mais les notes pointent une exception fascinante pour l'assurance incendie. L'exception de la valeur à neuf. Oui, parce que si on rembourse une vieille maison seulement à sa valeur vétuste avant l'incendie, ça ne suffit pas pour la reconstruire. Et c'est là qu'on voit le pragmatisme du droit. L'application dogmatique de la théorie créerait une catastrophe sociale. L'assuré serait appauvri et potentiellement sans logement, tout en ayant payé des primes. Exactement. La loi autorise donc cette indemnisation en valeur à neuf. Le vrai préjudice, ce n'est pas la perte comptable, c'est la perte de l'utilité du logement. C'est un aménagement intelligent. Et si l'assureur ne peut pas payer plus, il peut par contre payer moins. Oui, via des franchises ou des plafonds de garantie. Les notes précisent que toutes les assurances de dommages sont indemnitaires et que ces limites inférieures ont vocation à responsabiliser. La franchise est un outil d'économie comportementale redoutable. En laissant le premier niveau de préjudice à la charge de l'assuré, on résout le problème des petits sinistres de négligence qui engorgeraient le système. Et on maintient une prévention des risques au quotidien ? Toujours l'incitation à la prudence. Face à cette logique stricte, on a le dispositif forfaitaire, articles 102 à 104. Là, c'est un changement de paradigme complet. On n'est plus du tout dans l'évaluation d'un dommage après le sinistre. On est dans le versement d'un capital fixé arbitrairement, à l'avance, à la signature. L'assurance forfaitaire est indispensable face aux limites de l'évaluation monétaire. Comment évaluer le prix d'un bras ou le prix d'un décès prématuré ? C'est impossible. La vie humaine échappe à une cotation marchande. Donc, le droit permet de s'accorder sur un montant déconnecté de la notion de réparation d'un préjudice mesurable. C'est une fiction juridique. Dès que l'événement survient, le décès par exemple, la somme est débloquée, indépendamment de l'impact financier réel. Ça élimine les contentieux complexes sur l'estimation de la douleur. L'événement se produit, le capital est versé. C'est binaire. Et la conséquence de ça, c'est que l'interdiction de s'enrichir ne s'applique pas pareil. Ah, dans le forfaitaire, vous pouvez cumuler plusieurs assurances d'essai chez différents assureurs. Chaque contrat paiera. Ce qui serait une fraude énorme en assurance dommage. Tout à fait. C'est un aménagement profond pour s'adapter à la nature de ce qui est assuré. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Au fil de cette synthèse, on voit que le droit des assurances est une infrastructure d'une grande sophistication. Un vrai travail d'équilibriste. Il promet la sécurité, tout en combattant l'aléa moral. Il oscille entre la protection absolue de l'enveloppe du patrimoine et le maintien de la responsabilité individuelle avec les franchises et les obligations. C'est une théorie des incitations inscrite dans la loi. Et elle est très résiliente. Sauf que tout repose sur un pilier central défini au tout début. L'incertitude L'aléa ? et les sources amènent une réflexion finale hyper provocatrice là-dessus. Oui. Que se passera-t-il dans un futur proche quand l'intelligence artificielle et l'analyse de données deviendront parfaites ? Les données biométriques, environnementales, si une IA peut éradiquer cette incertitude et tout prédire, Si l'algorithme détermine avec certitude qu'une entreprise va faire faillite dans 18 mois, aucun individu va développer une pathologie précise. le risque disparaît. Il devient une certitude. Et dès lors, le transfert de risque tel que le droit le conçoit perd tout son sens. Plus personne n'acceptera de mutualiser une certitude ruineuse. L'assurabilité s'effondre. Complètement. Si l'incertitude disparaît, le concept même d'assurance n'a plus lieu d'être. On devra soit inventer un tout nouveau modèle de société, soit repenser la solidarité pour gérer un monde mathématiquement transparent. C'est vertigineux. Si le brouillard de l'avenir se dissipe, le bouclier juridique perd sa raison d'être. Ça laisse un champ de réflexion immense sur l'intersection entre technologie et sécurité économique. C'est un défi passionnant pour les décennies à venir. Un grand merci d'avoir éclairé ces mécanismes complexes avec autant de clarté. Le plaisir est partagé. La matière est d'une grande richesse conceptuelle. Et un grand merci aux esprits curieux qui ont suivi cette exploration analytique avec nous aujourd'hui.
Il y a fort à parier que la lecture de la prochaine police d'assurance prendra une dimension totalement différente à la lumière de ces concepts juridiques. À très bientôt pour continuer à décrypter les structures qui organisent notre monde. Fin de cette session d'analyse.